Alors, on poursuit notre thématique alimentaire avec une nouvelle question compliquée, qui sera difficile d'apporter à nouveau une réponse tranchée, mais posons-la. Quelle souveraineté alimentaire dans un monde en transition? Alors, cette transition, évidemment, elle est multiple. Il y a la transition climatique, avec les effets de la sécheresse, par exemple, tels qu'on a pu les voir en France. Il y a la transition qui touche la demande, qui vient de la part des consommateurs, avec de nouvelles façons de se nourrir. Et puis, il y a la question aussi de la sécurité des approvisionnements, de la sécurité alimentaire. Beaucoup de thèmes donc à traiter aujourd'hui avec notre panel d'invités. À mes côtés, David Lichman, que vous venez d'entendre, qui est donc conseiller auprès du département américain de l'agriculture. À ses côtés, le docteur Richard Chemla, qui est adjoint au maire et vice-président de la métropole Nice-Côte d'Azur. De l'autre côté de la table, nous avons monsieur Frédéric Marchand, sénateur du Nord. Vous êtes rapporteur de l'étude sur les projets alimentaires territoriaux dont nous aurons l'occasion de parler. Henri Biespéré, vous êtes deuxième vice-président de la FNSEA, les agriculteurs, donc rappelons-le. Et à mes côtés, Perrine Bismuth, vous êtes associée fondatrice de French Food Capital. C'est un fonds d'investissement dans le secteur alimentaire. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être avec nous. Alors on va commencer par le début peut-être de cette question alimentaire, qui est ceux qui la produisent. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, face à des défis, réorienter la production agricole française, puisque donc la question de la souveraineté se pose et que nous sommes français aujourd'hui. Peut-on réorienter la production française et peut-on surtout tout produire nous-mêmes, ou faut-il tout produire nous-mêmes ? Oui, alors merci pour votre invitation sur cette table ronde. Je suis vice-président de la FNSEA, mais je suis d'abord agriculteur moi-même, éleveur laitier et producteur de céréales. Dans les Pyrénées-Atlantiques, certains auront reconduit sans doute l'accent. Alors, ce qui est important dans la souveraineté alimentaire, c'est effectivement le fait de trouver des denrées pour mettre à disposition des consommateurs et des citoyens. De les trouver jusqu'à il y a 3 ans, on va dire, le citoyen et le consommateur ne se souciaient pas trop à la limite de l'origine. C'est-à-dire que le commerce mondial, dans un monde en paix, où la circulation des marchandises peut aller un peu partout sur la planète, le sujet du sourcing, de d'où vient l'alimentation, ne se posait pas dans le quotidien des Français. Il y avait suffisamment dans les rayons. La période Covid a montré que quand on commençait à freiner le transport des marchandises entre le nord, le sud et entre pays, il commençait à y avoir des rayons qui avaient quelques difficultés à se remplir. Et là, dernièrement, le conflit entre l'Ukraine et la Russie a montré que quand il y a un conflit qui surgit dans une zone, tant qu'ils sont dans des zones éloignées, qui ne sont pas trop producteurs et exportateurs d'alimentation, à la limite, ça nous concerne moins. Quand c'est dans un pays qui détient un tiers du grenier du monde et une bonne partie de l'approvisionnement en énergie, donc que ce soit le gaz ou ce que permet le gaz, c'est-à-dire produire des engrais azotés, là, ça commence à poser souci. Et du coup, a commencé à germer le fait, pour répondre à la question que vous posez, que la souveraineté, c'était peut-être quand même de le trouver aussi pas très loin de chez soi et pas toujours s'appuyer sur des accords commerciaux. Et bon nombre de consommateurs ont découvert que 70% de l'huile de tournesol qu'on utilisait était produite justement à partir de graines qui n'étaient pas sur le sol européen, qui étaient produites en Ukraine. Bon nombre de citoyens ont découvert qu'un certain nombre de denrées n'étaient pas produites, les fruits et légumes par exemple, sur notre territoire. Alors ce phénomène lié aussi, quand même, il faut le dire, à l'attention particulière par rapport à la production locale, à faire travailler le territoire, au plan alimentaire territoriaux, où on dit finalement on préfère que ce soit prêt pour éviter le réchauffement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, on fait surgir cette notion de souveraineté alimentaire en le ramenant à notre territoire, ce qui n'est pas la définition principale de la FAO. Donc pour répondre à votre question, oui, aujourd'hui, il faut certainement ramener une partie des productions. On n'a pas vocation à tout produire parce qu'on aura quand même une limite par le sol disponible, par le climat qui ne nous permet pas quand même de tout faire non plus. Mais oui, on peut rapatrier une partie des productions et probablement que dans notre pays, les politiques agricoles successives, faisant confiance au commerce mondial, n'ont pas été assez vigilantes. Il y a eu un désinvestissement sur l'agriculture qui nous a amenés à la situation actuelle. Alors, Perrine Bismuth, justement, vous accompagnez des entreprises dont certaines ont choisi de relancer des productions en France. Est-ce que ça fonctionne? Et plus largement, comment est-ce qu'on fait le lien entre la demande du consommateur et puis la production locale? Merci pour cette question. Ça permet de reprendre le sujet par l'autre bout de la chaîne qui est le consommateur. Nous, je vais commencer parce que, en fait, je pense que quand on parle de souveraineté alimentaire et on parle du consommateur, on parle souvent de paradoxe.
Et par un paradoxe, nous, on fait chaque année un baromètre avec OpinionWay sur les Français et l'alimentation. Le premier marqueur de confiance aujourd'hui pour les consommateurs, et c'est la 3e année consécutive que c'est le cas, c'est le local. Et donc le local, par extension, c'est français pour le consommateur final. Donc ça, c'est passé devant les marques, c'est passé devant les labels. Maintenant, le premier critère de choix depuis 3 ans aussi pour le consommateur, ça reste le prix. Et donc là, on a posé, je pense, un paradoxe qui est essentiel. Et donc le sujet, moi je vois par rapport dans les entreprises que j'accompagne, je vois 3 enjeux pour essayer puisqu'il y a pas mal d'experts autour de la table, pour essayer de commencer à poser un peu le problème. Mais l'enjeu qu'on voit, c'est effectivement l'enjeu d'adaptation de l'offre à la demande. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que soit en termes de volume, aujourd'hui, que ce soit en termes de segments, de catégories en croissance. Quelques chiffres, mais aujourd'hui, on parle des protéines végétales. L'essentiel des protéines végétales, elles sont importées d'Amérique du Sud parce qu'il y a une petite filière de quinoa en France, mais ça ne va pas servir. En termes de volume, on n'y arrivera pas. Même sur les céréales, en fait, il y a beaucoup... nous, on a investi dans le 3e acteur de la bio qui est Marcal, et pour aller, même si on essaie de faire on a une partie en France, on a aussi une partie en Italie. Donc on essaie, en fait, les entreprises, c'est d'aller en Europe pour essayer d'être le plus près possible de France, mais tout en France, c'est pas possible. Après, il y a un certain nombre, on en parlait, mais il y a aussi un certain nombre de contraintes de l'industrie agroalimentaire, puisqu'en fait c'est tripartite, donc il y a les transformateurs, il y a les distributeurs. Le fait de ne pas avoir de rupture et d'être toujours capable de livrer en volume suffisant, c'est une contrainte. Dans la restauration, quand on achète des produits déjà épluchés, souvent quand on parle des fruits et légumes déjà coupés, donc il faut que ça puisse fonctionner. Et après, il y a le gros du sujet, c'est la valorisation du français et du local. Et on le voit aujourd'hui, c'est qu'on voit que le premier critère d'achat, c'est le prix. On connaît une décroissance du bio comme on n'en a jamais connu pour une raison de différentiel de prix. Et donc le sujet, c'est d'arriver à valoriser le local. Et souvent, ce qu'on voit d'ailleurs, quand on fait un petit tour en rayon, on voit que la manière de le valoriser, c'est d'avoir une gamme spécifique de filières françaises. Donc j'ai ma gamme Riz de Camargue, j'ai ma gamme AOP, qui sont avec des petits volumes que je réussis sur certaines catégories à vendre plus cher. Et donc le sujet aussi, en termes de débouchés, c'est comment j'arrive à aller sur les segments où le consommateur peut être capable de payer le prix et de donner une valeur au fait d'être sourcé localement, parce qu'aujourd'hui, c'est le cœur du sujet, c'est l'arbitrage entre prix et local auquel tout le monde est confronté. Tout à fait. Donc face à l'alimentaire, nous sommes des consommateurs, nous sommes aussi des citoyens. Donc la question de la souveraineté, elle dépend aussi du politique. Comment est-ce qu'elle peut s'organiser, cette souveraineté alimentaire, à l'échelle d'une métropole, Dr Chemla? Alors d'abord, il faut le prendre avec beaucoup d'humilité, parce que quand on découvre, si on n'a pas assez de temps autour de ces tables rondes, moi je vous conseille de lire l'excellent rapport de Frédéric Lemarchand, qui est pratiquement exhaustif sur l'alimentation, excusez-moi mais de le dire, ça sera le prolongement de cette table. 64%, on est la France est un super verger, on est tous d'accord. 64% des fruits, si je suis d'accord à peu près, est importé. Donc il faut être humble. Comment voulez-vous que la métropole soit entièrement autonome? Nous, au sein de la métropole, 3 jours. On tient 3 jours en sécurité alimentaire. C'est-à-dire que si demain on a un tremblement de terre qui coupe les routes de Marseille et d'Italie, on a 3 jours. Nous, ce qu'on voudrait faire, donc, c'est la porter à 8 jours. Donc pour vous dire notre humilité. La première notion, alors on a entendu beaucoup de choses qui sont vraies. D'abord, moi j'aime pas trop l'expression et on se bat sur ça, c'est de l'éducation, faire son marché à travers les rayons. Non, on fait son marché dans le marché. On essaye de développer, si possible, donc le côté de l'éducation. C'est un volet très important, l'éducation. Pourquoi c'est important dans l'alimentation, l'éducation? Et la métropole, ça s'en charge. Parce que, et on n'a pas dit le mot, et ça fait je ne sais pas combien de minutes, il faut le lancer. L'alimentation, c'est notre santé. On a un petit peu, il ne faut pas l'oublier. On est en bon état de santé si on a une bonne alimentation. Je ne veux pas reprendre même la définition de l'OMS. Donc, vous voyez l'importance. Alors, comment ça marche au niveau de la métropole pour rester métropolitain, mais local? Et on a dit l'importance du local. On a 2 outils essentiels. Nous, on a un outil qui s'appelle l'Agence de sécurité sanitaire, environnementale et gestion des risques, qui est un organisme dirigé donc par Véronique Boré, et dont à l'intérieur, on a des consultants, comme vous le verrez tout à l'heure, Stéphane Linou, qui nous font de la prospective. Comment faire pour avoir cette sécurité alimentaire
alimentaire, et on a pour ça plusieurs étapes. Puis un deuxième outil, c'est tous les services, d'ailleurs qui sont présents, et je leur fais un clin d'œil, agricoles, hein, au sein de notre métropole, et tous les villes, parce qu'on a de la chance dans la métropole, on a des villages, on a des petites villes agricoles donc qui travaillent ensemble. Alors avec ces deux outils, l'essentiel, c'est d'aller chercher les agriculteurs, de récupérer des terrains, de rester en local, de développer autant que faire se peut le maximum le local. Pas forcément des labels, mais montrer que ça vient d'ici, au sein de nos marchés, favoriser. Et au moment où je le dis, vous voyez, en filigrane, on a toujours l'éducation. Prendre notre éducation au sein de nos restaurants, nos cantines, essayer. On n'arrivera pas, hein, quand je le dis au moment, je le dis derrière moi, on n'aura pas du 100% local. Mais démontrer que le local, c'est important, c'est bon. Diversifier l'alimentation. On ne va pas forcément manger que des pommes de terre, on a des panais, on a des patates douces, on a à leur montrer qu'on peut. Ça, c'est de la sécurité. Si on élargit l'éventail de choix alimentaires, d'abord, on va aider l'agriculteur parce qu'il n'est pas forcément d'avoir 200 kilos, 200 tonnes de pommes de terre, il peut élever autre chose, c'est important. Montrer, c'est pareil pour la pêche, on ne va pas forcément manger que du saumon, on essaie de d'éduquer et que de l'aliment ou de la sole. On a toute une série en Méditerranée de poissons, je ne vais pas les citer pour gagner du temps, mais qui nous permettent et qui sont très bons et qui en plus sont en bas de la chaîne alimentaire. Ça veut dire, et je reviens à la santé, c'est important, ça veut dire qu'ils ont peu de perturbateurs endocriniens, qu'ils ont peu de produits chimiques. Parce qu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, j'allais dire hors antenne, c'est trop tard pour se chauffer, pour se bagarrer. C'est trop tard, hein, le climat le fait. Mais on a fait beaucoup d'erreurs. On a rempli une alimentation de pesticides, de perturbateurs endocriniens. On s'intoxiquait par notre alimentation. Le rôle de la métropole, c'est ça aussi. C'est-à-dire d'apporter toute cette éducation, éduquer, au moins de dire que aller chercher, faire son aliment, préparer son alimentation, préparer son repas, c'est jouer sur sa santé. Et ça, c'est important. Alors après, on dit, on n'a pas de temps, et on va dans les grandes soirées. C'est pas vrai. On peut très bien, il y a aujourd'hui toute une technique, on prépare les repas alimentaires pour 2-3 jours, on les met à ce moment-là. Et en plus, c'est bon pour la planète, parce que souvent c'est pareil, c'est-à-dire au moment où on a réchauffé son four, plutôt que pour une tarte, si on le réchauffe pour une tarte, une quiche, etc., on a gagné aussi sur la planète. Vous voyez, et c'est tout ça, le rôle de notre métropole, c'est ça. On a un projet alimentaire territorial qui est en train de se construire. Au sein de ce projet alimentaire territorial, il y a un volet énorme sur l'éducation. Énorme sur l'éducation, le bien manger. Tout à l'heure, j'entendais dire on mange tous du fast-food. Non, j'espère qu'ici, à Nice et en métropole, on en mange aussi. Il faut avoir une médiane. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de sévère. Mais on va apprendre à bien manger, à découvrir. Et vous découvrez aujourd'hui, je le dis, je vous assure, vous venez dans nos cantines, que les enfants, si on leur présente bien, les haricots verts, même les épinards, moi je vais me promener dans certaines cantines. C'est tout ce volet qui joue le rôle de sécurité alimentaire. C'est un grand panel, on ne va pas rester simplement sur une aliment. Et puis, alors on l'a dit 20 fois, j'ouvre une porte, mais elle est importante de ne pas la refermer. Il faut défendre nos agriculteurs. Voilà. C'est vraiment important. Et un exemple, et c'est de la transversalité, ma collègue Catherine Moreau le fait, c'est les jardins partagés, les potagers partagés. Alors on ne va pas nourrir, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, on ne va pas nourrir les gens, les citoyens avec des jardins partagés. Mais par contre, on va leur apprendre la difficulté d'élever une salade. C'est pas évident, hein, d'élever une tomate, même chez nous, de sortir. On va leur apprendre tout ça et on va leur donner la notion de la difficulté, c'est-à-dire qu'ils vont aller rencontrer l'agriculteur, ça se passe régulièrement par des ateliers. Mais comment vous faites pour avoir de si belles tomates ? Et voilà comment travaille la métropole, en résumé, en étant toujours pareil, parce que c'est important, pas se prendre trop au sérieux, mais je vous propose de dire la suite. Lisez ce rapport, pour une fois, il m'a réconcilié avec le Sénat. Qu'y a-t-il dans ce rapport, justement ? Et à quel point est-ce que la réponse à la question de la souveraineté alimentaire doit être peut-être locale ? J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Christian Estrosi ce matin, quand il disait notamment « l'heure n'est pas à la résignation, elle est aux solutions ». Et j'ai le sentiment, et ce sentiment est aujourd'hui partagé, que les solutions, elles sont essentiellement sur les territoires. On vient d'en avoir la démonstration avec le vibrant plaidoyer donné sur ce qui se passe sur ce territoire. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, si on parle projets alimentaires territoriaux, puisque j'ai effectivement été chargé par le gouvernement d'une mission d'évaluation des projets alimentaires territoriaux, il y a près de 400 territoires en France qui se sont saisis de ce sujet alimentation et qui développent dans leurs circonscriptions respectives, que ce soit un établissement public de coopération intercommunale, une commune, un pays, un parc naturel, des projets dans le domaine de l'alimentation, avec une idée, une seule, qui est de dire l'autarcie, non. D'abord, c'est impossible, et puis ensuite, c'est pas la solution. Moi qui habite dans le département du Nord, je disais tout à l'heure à Stéphane Linou, la chicorée, c'est sympa, mais boire du café de temps en temps, c'est quand même aussi agréable. Donc, l'autarcie, non, mais comment on fait pour reterritorialiser nos systèmes alimentaires durables et résilients, puisque on est à un moment où on s'interroge les uns et les autres sur les sujets de transition écologique, les sujets de dérèglement climatique, et donc cette reterritorialisation, elle est aujourd'hui nécessaire. Et les territoires, eh bien, ils ont décidé
décidé de s'engager dans ce mouvement depuis maintenant plusieurs années, puisque les PAT, ça date de 2014, mais que les PAT ont connu, notamment avec ce qui avait été voulu par le ministre de l'Agriculture de l'époque, Julien Denormandie, un nouvel essor dans le cadre du plan de relance, puisque ce sont près de 80 millions qui ont été injectés pour permettre à des projets alimentaires territoriaux de sortir de terre. Et on voit aujourd'hui, je me suis rendu compte au fil de cette mission, de toute l'appétence qu'ont nos territoires à travailler sur ces sujets d'alimentation. Et je vous rejoins sur cette notion de local, puisque partout où je passe aujourd'hui, on voit bien que les territoires ont bien compris, à la fois dans le cadre de la relation qu'on peut nouer avec les agriculteurs, avec les consommateurs, avec les transformateurs, puisqu'il y a un vrai sujet aujourd'hui. C'est ce que vous disiez fort justement. Comment on fait pour que des mondes qui ne se connaissent pas, qui portent des jugements à l'emporte-pièce, les agriculteurs, c'était les meilleurs du monde pendant la Covid. Sauf que la Covid, une fois terminée, ils sont redevenus des empoisonneurs et tout ce qu'on veut. Donc, l'une des vertus des projets alimentaires territoriaux, finalement, c'est de se faire rencontrer des gens qui ne se connaissent pas. Puisque un des grands drames dans notre France, c'est qu'on est chacun dans son silo, chacun dans son couloir, et qu'on a parfois du mal à parler avec celui qui est à côté de nous. Ça, c'est une des vertus du PAT. Tout ça pour dire qu'on est effectivement sur un mouvement qui est parti et qui, je pense, compte tenu de l'intelligence et des facultés qui existent sur nos territoires et des volontés qui sont manifestées, doit s'amplifier. Vous parlez tous beaucoup de reterritorialisation. Qu'est-ce que ça implique pour les relations commerciales internationales, de votre point de vue américain? Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous entendez tout ça, David Lichtman? J'essaierai de répondre en français. Alors, le mot souveraineté, c'est un mot français, je crois. Mais pour moi, et en fait, je partage beaucoup sur l'intervention précédente. Je pense que la participation des acteurs locaux, c'est très essentiel. Mais je préfère comme mot, je préfère résilience, que c'est notre mot français. Et parce que dans les dernières années, nous avons noté l'interdépendance de notre monde. Quand j'ai travaillé à Bruxelles, j'étais là pendant la première... les problèmes fiscaux aux États-Unis, mais ça devient aussi ici le financial crisis, c'est partout le monde. Mais ça a commencé pas seulement aux États-Unis, il y a beaucoup de problèmes partout le monde. Et aussi avec le Covid, on peut mettre sous les frontières, on peut essayer de se protéger, mais à la fin, nous devons reconnaître que nous sommes tous interdépendants. Et pour cette raison, je pense que c'est important de réfléchir sur qu'est-ce que c'est la résilience. C'est d'un côté, c'est résilience locale, et je partage complètement, et ce n'est pas seulement les fast-food aux États-Unis, hein, c'est aussi, nous avons beaucoup de chefs étoilés qui sont vraiment engagés sur la cuisine, la haute cuisine partout, et ils ont reçu la reconnaissance mondiale sur ce côté. Et donc, nous avons besoin d'échanger notre vision, notre idée, et aussi de donner une résilience à le farmer, à l'agriculteur. Ça, c'est important. Et donc, pour avoir cet équilibre entre résilience locale, on a besoin aussi d'un partenariat fort au niveau global. Justement, essayons de parler un petit peu des pistes et des solutions pour atteindre cette souveraineté alimentaire ou cette résilience. D'un point de vue politique, est-ce qu'il faut revoir les compétences? Est-ce qu'il faut transférer certaines compétences? Frédéric Marchand. Je pense surtout qu'à l'échelle des territoires, il faut créer cette compétence. Elle n'existe pas au jour d'aujourd'hui, puisque l'alimentation, qui est quand même le plus vieux sujet du monde, qui était un non-sujet pour beaucoup pendant de très nombreuses années, est revenue aujourd'hui au centre du jeu. Et on voit bien, au regard de l'appétence qu'ont les collectivités notamment pour se saisir de ce sujet, qui a nécessité aujourd'hui, je pense, et c'est en tout cas ce que j'ai partagé avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, et c'est une des recommandations du rapport, que de confier une compétence partagée, alimentation durable et résiliente, qui permettra, je pense, demain, sur la base d'un État qui doit rester stratège et décliner une politique nationale, de contractualiser avec les territoires sur ce que doit être aujourd'hui une alimentation durable et résiliente. Puisque, on ne va pas se raconter d'histoire, il y a quand même des particularités géographiques qui font qu'entre Lille et Nice, il y a des spécificités qui ne sont pas forcément les mêmes et qu'il faut quand même rester sur ces identités de territoire. Une compétence, une contractualisation avec l'État sur la base de projets alimentaires territoriaux que je vais qualifier de systémiques. Vous parliez de santé, c'est vrai que c'est important. Quand on parle alimentation, on parle développement économique, on parle transition écologique,
on parle d'éducation, on parle de santé. Finalement, on parle de tout quand on parle d'alimentation. D'où la nécessité de travailler sur des projets alimentaires territoriaux que je vais qualifier de systémiques dans le cadre de cette contractualisation. Perrine Bismuth, je voudrais continuer justement sur cette notion économique en fait, parce qu'évidemment la souveraineté, il y a des forts enjeux économiques. Comment est-ce qu'on réussit à embarquer tout un système? Comment est-ce qu'on réussit à créer des chaînes de valeur résilientes? Vous avez une vision qui rejoint le consommateur, qui rejoint les chaînes de production, les entreprises. Comment est-ce qu'on fait travailler tout ce monde-là ensemble, avec évidemment derrière, toujours dans nos têtes, la question de la redistribution de la valeur qu'on avait un petit peu abordée dans la keynote précédente et qui est un véritable enjeu aussi pour les agriculteurs. On pourra avoir votre point de vue d'ailleurs sur ce point-là. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a quand même, je rejoins tout ce qui a été dit sur l'éducation et sur le changement de notre alimentation pour arriver à trouver cette adéquation. Mais il y a quand même aujourd'hui, il y a deux modèles alimentaires. Il y a un modèle alimentaire de masse où il faut nourrir la majorité de la population avec la problématique de prix dont je parlais. Il y a un modèle alimentaire de niche. Et c'est vrai que il y a les deux. Moi, ce que je vois, c'est pour parler un peu d'idées concrètes, il y a 3 pistes. Il y a effectivement la contractualisation. Donc, il y a beaucoup d'industriels qui commencent à se dire le changement, installer une filière qui correspond à la demande, ça prend du temps. La planification agricole, ça prend du temps. Et pour que l'agriculteur puisse changer les pratiques, on a besoin qu'on s'engage sur du volume. Et donc, on a besoin d'industriels qui le fassent. Et donc ça, je donne un exemple qu'effectivement, on se donnait, mais c'est une entreprise qui s'appelle Dacobello qui réimplante une filière amande en Provence. Parce qu'effectivement, les fruits secs, c'est une grosse tendance de consommation, sauf que je pense que tout est importé quasiment. Alors qu'avant, on avait des amandiers en Provence et on a arrêté et c'était un savoir-faire. Mais ça va prendre au moins 3 ans avant d'avoir la première production, au moins 3 ans avant de commercialiser, et ça sur des petits volumes. Donc c'est pas avec la filière amande en Provence qu'on va réussir à nourrir les masses. Et ça suppose aussi, et le deuxième point, c'est la valorisation. C'est comment je suis capable de valoriser un modèle agricole français avec les critères de qualité, que ce soit du bio, de l'agriculture régénérative, enfin, tout ce qu'aujourd'hui on tourne un peu autour de notre modèle d'agroécologie, mais comment je le valorise auprès du consommateur et je fais en sorte que le consommateur soit prêt à en payer le prix via le réseau de distribution. Et ça, c'est une vraie problématique. Et la troisième piste, et nous on le voit, on a essayé, on parle peu de la restauration comme débouché, mais c'est un vrai gros sujet. Parce qu'aujourd'hui, notamment quand on parle de la viande, plus de 50% de la viande qu'on trouve dans la restauration, elle est importée. Hein, donc, et le sujet, c'est, et notamment le poulet, l'idée, c'est pas de vous couper l'appétit, mais notamment le poulet. Et donc, nous, on a investi chez Classroute. Et on essaie, avant notre poulet venait du Brésil, voilà, donc maintenant notre poulet vient de France, mais le problème c'est que ça suppose un nouveau mix marge parce que le client il va pas payer sa salade au poulet le double parce qu'on achète du poulet en France. Donc on change les recettes, on diminue la quantité de poulet, on essaie de le marketer. Et c'est tout ça le gros enjeu des entreprises de l'agroalimentaire, qu'on soit dans la restauration, c'est de changer les recettes, c'est d'essayer de l'expliquer aux consommateurs pour effectivement que le consommateur considère qu'une salade avec moins de poulet, il vient de France, il en a quand même pour son argent, il n'aura pas faim. Et c'est aussi ça, cette réalité de la consommation un peu de masse de tous les jours. Donc vraiment, contractualisation, changement de l'offre et valorisation. Je pense que c'est les 3 clés et c'est pas simple. On n'a pas les mêmes notions là. Je veux dire, prenons l'exemple, il y en a d'autres, mais je vais choisir celui-là, des œufs. Avant, même à mon époque, quand j'étais jeune, tous les œufs étaient malheureusement sur des poules qui ne voyaient pas la lumière, qui étaient en batterie, qui étaient enfermées. Parce quand on parle sécurité alimentaire, il faut aussi parler de bien-être animal. C'est important, le mot on l'a lancé, santé, bien-être animal, qui nous élève à notre condition d'homme avec un grand H, madame. Aujourd'hui, je crois que ça n'existe plus. Tous les œufs sont des œufs de poules extérieures, parce que le consommateur a décidé maintenant, il vérifie la plupart, non une grande partie, je me permets, mais pas dans la restauration, il y a un manque de transparence. Non, mais pour une grande partie, comme il y a une évolution. Avant, pour trouver des œufs élevés en extérieur, c'était difficile, on est d'accord, c'est ça que je veux dire. Aujourd'hui, on a quand même sur le marché, vous allez, dans les grandes surfaces, vous avez plus de rayons avec des œufs élevés, on est d'accord sur ça, des œufs élevés en extérieur. Vous mettez le doigt sur une partie du problème que l'on a dans notre pays. Ce qui est interdit, c'est de produire des œufs en cage en France. Oui, voilà. Pas en Europe, en France.
Du coup, les bâtiments de poules en cage, effectivement, il y en a plus sur le sol français, quasiment plus. Ils sont démontés, ils sont montés en Pologne. Et la Pologne, qui ne produisait presque pas d'œufs il y a quelques années, aujourd'hui est autosuffisant, on va dire, à 200%. Ça veut dire qu'ils exportent plus de la moitié des œufs qu'ils produisent. Ils exportent où? Y compris en France. Mais ils ne sont pas marqués extérieurs. Parce que pour la pâtisserie, quand vous allez acheter une pâtisserie, vous ne demandez pas au pâtissier si c'est des œufs de poule en cage ou de poule... voilà. Donc les œufs pour la restauration, les œufs que... Voilà. Quand vous allez acheter des œufs ou des œufs au plat, vous regardez sur le supermarché de prendre des œufs en plein air. Et quand vous allez sur de la transformation, vous ne regardez plus l'origine. Donc on a blâmé les producteurs français qui ont fermé des bâtiments, qui ont perdu des parts de marché. Et ils se consomment autant d'œufs en cage qu'ils ne s'en consommaient avant. Je réponds sur deux choses, c'est la deuxième chapitre. Première notion, c'est quand même, on prend l'exemple local de sécurité, on achète quand même, nous Français, des œufs, on est d'accord, plus élevés en extérieur. De l'œuf lui-même, première notion. Et deuxième notion, on touche un point important sur la sécurité alimentaire, vous l'avez cité, c'est le patchwork incroyable de l'Europe. Incroyable de l'Europe, mais ça c'est un autre sujet, on en reparlera, mais ça touche aussi la sécurité alimentaire, c'est-à-dire que si vous faites venir des produits extérieurs au sein de notre Europe, ils ont des contingents totalement différents, y compris en produits chimiques. Voilà, ça c'est catastrophique, mais je peux vous faire sourire, puisque j'ai la double délégation santé et environnement, les poubelles n'ont même pas la même couleur en Italie et en France. Bon. Alors ça pose la question, est-ce qu'il faudrait redévelopper des produits entrée de gamme en France? Est-ce que la souveraineté, c'est un retour à des produits moins chers, plus accessibles, plus entrée de gamme? Est-ce que le critère du prix est vraiment... Comment intégrer ce critère du prix face à des citoyens qui sont confrontés à un problème d'inflation? C'est une bonne question, mais je crois que moi, j'aime pas dire produire, c'est le contraire. Moi, j'ai toujours dit, en tout cas dans la métropole, ce qu'on veut avec nos services, c'est d'essayer peut-être d'arriver, de tirer vers le haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur les produits, on peut rêver, mais après tout, on peut réaliser ses rêves. C'est de marquer non bio. Et tout le reste, c'est bio. Un jour, j'espère qu'on y arrivera, parce qu'au début, vous savez, on entendait tout le monde dire le bio n'arriverait pas à nourrir tout le monde, etc. Je pense qu'on peut évoluer, et l'idéal, c'est d'aller vers le haut et pas vers le bas. C'est la première chose. La crise Covid nous a montré aussi une chose, chez nous, en tout cas en métropole, on nous a montré qu'on était capable. Certains agriculteurs sont sortis, je pensais du bois, on les a rencontrés, on les a reconnus. La crise Covid nous a montré, je parle pour la métropole, puisque c'est territoire local, et je vais les voir local, nous a montré qu'on pouvait être à 3/4 autonome. Les gens faisaient je l'ai vu autour, puisque j'ai le volet santé, donc je m'intéressais à ce côté-là, des paniers, des AMAP qui se développaient, tout un réseau qui n'existait pas, qui s'est créé, qui a grandi, qui a développé, qui a foisonné. L'intelligence humaine, c'est ça aussi, c'est par rapport à une situation de pouvoir y répondre. Mais madame, je suis désolé, pas vers le bas, vers le haut. Mais oui, vers le haut. Allez-y. Juste un mot quand même pour dire le plaisir que je prends à entendre effectivement toutes ces interventions de gens qui reconnaissent quand même le métier d'agriculteur, la qualité des agriculteurs, ce qu'ils ont fait, le fait que, y compris pendant le Covid, on a pu trouver de quoi s'alimenter, personne n'a manqué de nourriture, alors de produits importés quelquefois ou de produits de nettoyage, mais pas de nourriture, parce qu'on a été là, et ce qui ne pouvait pas arriver de l'autre bout de la France, on l'a trouvé plus localement, et donc aujourd'hui, on prend plaisir. Il y a ces 4-5 ans, on se plaignait, et on intervenait souvent à la FNSEA pour parler d'agribashing. Aujourd'hui, c'est vraiment le soutien aux agriculteurs, la reconnaissance du travail des agriculteurs. Donc je prends quand même plaisir à écouter les uns et les autres. Moi, je veux rebondir sur ce que vous avez dit. Vous avez mis le doigt vraiment sur le vrai sujet. Il y a plusieurs types de marchés. Nous, agriculteurs, on est en capacité de les fournir. Ce que vous dites est vrai. Il faut réinvestir, y compris dans de l'entrée de gamme. Pourquoi on n'irait pas alimenter des gens qui ont un faible pouvoir d'achat? Alors certes, pas en remettant des poules en cage, donc ça on a bien compris que le citoyen français n'en voulait plus, mais par contre on peut avoir des méthodes qui permettent d'avoir des produits à bas prix, pas du top qualité sûrement, mais à bas prix, sain sanitairement et je veux dire avec quand même un peu de goût. Mais il y a aussi les marchés de plus haut de gamme. Il y a besoin de réinvestir dans l'industrie française. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, c'est que l'agriculture est quand même une activité de longue haleine. Vous l'avez dit, je le reprends. On nous dit aujourd'hui des repas végétaux dans les cantines. Pourquoi pas? On a besoin de lentilles. La lentille, aujourd'hui, elle est massivement importée du Canada, avec des méthodes de production qui nous sont interdites en France, des produits en particulier phytosanitaires, bon bref, voilà. On peut produire de la lentille. Il faut trouver les terroirs adaptés, il faut trouver les semences, donc il faut que les semenciers réinvestissent pour trouver des semences adaptées à nos terroirs,
à nos climats, ça prendra quelques années. Et ensuite, il faut monter toute la chaîne, c'est-à-dire une usine qui va aller collecter, qui va transformer, qui va nettoyer, qui va mettre en sachet, parce que certains le voudront en 500 grammes et d'autres en 50 kilos pour de la restauration collective. Donc tout ça, ça prend du temps. Je suis dans une région dans le sud-ouest, on nous parle de soja. Avec la crise alimentaire, on a découvert qu'on importait 80% de notre soja d'Amérique du Sud ou d'Amérique du Nord. Désolé, monsieur. On peut produire du soja, on sait le produire. Oui. On a la coopérative dans laquelle je suis administrateur, Euralis, pour ne pas la citer ou pour la citer, a arrêté une usine de transformation de soja il y a 20 ans. Parce que la politique agricole commune a dit le soja, c'est terminé, on a conclu des accords avec les États-Unis et on va leur acheter le soja. Aujourd'hui, on nous dit qu'il nous faut du soja de pays parce que les filières qualité demandent un soja de pays et puis on économise des gaz à effet de serre. Ouais. On a reconstruit il y a 3 ans une usine de fabrication de soja. On est à 6 ou 7 000 hectares de soja alors qu'on était parti quasiment de zéro il y a 3 ans et on est en train de doubler la capacité de l'usine. Donc on va pouvoir le faire, mais il faut laisser entre 5 et 10 ans. D'où la contractualisation dans la durée. D'où le besoin de visibilité à moyen et long terme, donc pas de changement d'orientation politique et une politique européenne qui accompagne tout ça sur du moyen et long terme. Voilà. Juste un mot sur ce qui est arrivé à l'agriculture biologique, où on a donné des aides pendant 5 ans pour dire allez-y, on en veut, mais on est prêt à payer, ne vous inquiétez pas. Et là, depuis 1 an et demi, des gens qui se trouvent sans marché. Un jeune agriculteur, il y a 1 an, a construit un poulailler sur ma propre commune. Son interlocuteur, il devait faire de l'œuf bio au sol. Son acheteur lui a dit « j'en ai plus besoin ». Il n'avait pas commencé à produire, le bâtiment était fait, j'en ai pas besoin. Et aujourd'hui, il a mis des poules pour faire de l'œuf standard, pas bio. Alors il a quand même trouvé un acheteur, mais du coup, pour lui, son équilibre économique, c'est pas quand même le même. Vous êtes confronté au même type de défi? Oui, ce débat est très, très important d'avoir en France, mais le point de vue de l'extérieur, la France fait partie de la communauté européenne, l'Union européenne, et il y a des liens que vous avez, comme vous avez dit, avec la Pologne. Il faut, si vous avez ce projet politique, il faut avoir une politique commune. Et quand je regarde dehors de la France ou dehors de l'Europe, nous sommes un grand pays importateur de la France. Sans les États-Unis, la Champagne, qu'est-ce que sera le futur de la Champagne? Nous sommes le premier marché mondial de Champagne à l'extérieur. Mais ce n'est pas seulement la Champagne, c'est beaucoup des autres produits français qui sont excellents et ça va donner des valeurs à votre agriculteur. Vous commencez à en produire pas mal de champagne quand même. Oui, c'est pas du champagne, mais du vin mousseux. Mais c'est un des produits. Ce qui est soulevé, c'est une notion de transversalité. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire se mettre autour d'une table et dire qu'est-ce qu'on veut sur les 6 ans qui viennent. Parce qu'effectivement, si l'agriculture, ça ne se fait pas sur un claquement de doigts, ça ne se fait pas sur un choix politicien. Je veux dire, et ça, on est d'accord. Et c'est le but peut-être aussi de ce Transition Forum, de nous dire que dans un futur, on a aussi un sénateur, de pouvoir s'organiser et à prévoir sur 5, 6, 8. C'est ça aussi la sécurité alimentaire. Elle n'est pas immédiate, elle est organisationnelle. Et à chaque fois, au moment où je dis ça, j'incite en filigrane l'éducation. C'est important parce que quand vous parlez, je vais peut-être vous choquer, mais quand vous parlez de prix, je veux dire, on a un budget global. Si on est capable de mettre un certain prix sur un écran 16/9 qui fait 1,50 m et de le changer tous les mois et d'avoir le dernier iPhone, peut-être qu'il faut aussi que dans l'éducation, on comprenne qu'on peut rajouter 50 centimes de plus sur une tomate parce qu'elle n'aura pas de perturbateurs endocriniens, parce qu'elle n'aura pas de pesticides, parce que même si elle a des pesticides et que vous lavez la peau, je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez quand même le pesticide. Donc tout ce volet, c'est de l'éducation. Et l'éducation, encore une fois, ça va nous amener à un peuple en bonne santé. Au moment où il y a le moins de médecins, c'est peut-être intéressant. Voilà. Je veux dire, vous voyez, c'est un travail de fond, de profondeur, et je garde un mot de transversalité. Nous avons tous fait des erreurs, le syndicat aussi, puisque il est trop tard pour se bagarrer. Il faut qu'on travaille ensemble sur un futur qui est extrêmement proche, un futur alimentaire et une sécurité alimentaire qui est pratiquement à nos portes. Transversalité, ce sera votre mot de la fin. Il nous reste 50 secondes pour conclure. Si vous aviez un mot à retenir ou une piste qui vous tient à cœur pour conclure chacun. Ouais, on travaille sur le temps long. Je pense que ce qu'il faut retenir, mais avec une difficulté, c'est que du temps, on n'en a plus tant que ça. Et donc,
il faut travailler sur un temps long et il faut surtout travailler dans une logique partenariale. Je crois que c'est ça le plus important. Il n'y a pas les gentils, il n'y a pas les méchants, il n'y a pas les sachants, il n'y a pas les non-sachants. On est tous aujourd'hui logés à la même enseigne et si on a effectivement un seul et même objectif, c'est de faire en sorte de tendre vers une alimentation de qualité parce que je pense que c'est possible. Et c'est là que les territoires sont importants parce qu'il y a de l'agilité. Tout à l'heure ce matin, on parlait de logistique. C'est un vrai sujet ça, la logistique, pour les petits producteurs, pour les maraîchers qui doivent vivre. Et bien là, la collectivité, quand elle livre effectivement des repas aux personnes âgées et que les camions reviennent à vide, ah bah tiens, il y a sans doute des idées à imaginer. Et le projet alimentaire territorial est sans doute c'est pas la seule échelle et c'est pas la réponse, hein. Mais c'est une brique, je pense, dans ce sujet de résilience alimentaire. Oh, mais ça serait un message aux consommateurs, quoi, de dire continuez de soutenir l'agriculture française et les agriculteurs français qui font des efforts et accompagner cette tradition de l'agriculture en achetant les produits proches de chez vous et qui sont produits sur notre sol, même si ça fait très... Je souscris à tout ce qui a été dit, mais un mot aussi, je pense, c'est être capable de... Et ça rejoint l'éducation, mais c'est la valorisation du modèle agricole de qualité qu'on choisit et d'être capable d'éduquer le consommateur pour qu'il le valorise. Un mot quand même sur le bio, parce que je trouve que c'est terrible. Je pense qu'on en parle à la table ronde d'après, mais c'est terrible ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a des agriculteurs qui ont fait effectivement des efforts dans la conversion au bio. Aujourd'hui, on frôle les moins 20% sur ce marché. Il y a des labels qui arrivent qui sont concurrents comme le zéro résidu de pesticides mais qui n'ont pas du tout le même impact sur la biodiversité. Et quand on parle d'éducation, je trouve quand même ça intéressant, c'est que le consommateur, il est perdu dans les labels. Il ne connaît pas la différence entre le zéro résidu de pesticides et le label bio. Et ça, je trouve qu'il y a un vrai rôle aussi de la puissance publique, de l'éducation pour lui expliquer, parce qu'aujourd'hui on peut regarder les tendances de marché, cet arbitrage prix-qualité, mais qu'on choisisse notre modèle agricole et qu'on soit capable de le rendre, de l'expliquer avec pédagogie pour que le consommateur le valorise à son tour dans ses actes d'achat, et ça je pense que c'est essentiel. Juste un mot, les racines de pouvoir des États-Unis, c'est basé ici en France. Notre histoire est grâce à la France que nous sommes sortis de pouvoir colonial et je pense que aussi les États-Unis ont contribué beaucoup à l'Europe et ensemble on peut faire beaucoup. Un grand merci à tous nos invités et la thématique de l'alimentation se poursuit dans la table ronde suivante.